Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostra et bonsoir Philippe Colombani. Bonsoir. Alors, on va évidemment poursuivre sur le Moyen-Âge. Nous sommes quittés il y a quelques semaines et puis nous allons reprendre un petit peu notre visite chronologique du Moyen-Âge. On va un petit peu parler des personnages évidemment connus et puis aussi un petit peu de ces mythes du Moyen-Âge. Et on va parler évidemment d'un mythe, un personnage très méconnu, mais pourtant resté vraiment dans la mémoire collective. On va parler évidemment de Sambucu Tjodalong. Alors oui, effectivement, Sambucu Tjodalong, c'est un personnage qui est connu dans la tradition, mais dont historiquement parlant, on sait peu de choses. Alors on sait qu'il a existé, parce qu'à un moment donné, on en a un peu douté, et c'est un personnage essentiel dans l'histoire de la Corse, parce qu'il va faire partie de ceux qui vont permettre à la Corse de passer sous le contrôle de Gênes, et de devenir génoise. Alors, qu'est-ce qu'on sait finalement de l'origine de ce personnage? Est-ce qu'on sait un petit peu quelle était son origine sociale, quelle était sa famille? Est-ce qu'on a finalement quelques éléments sur sa vie? Alors, on n'a pas beaucoup de sources sur lui, on a des sources très lacunaires. Alors, la chronique de Giovanni della Grossa, comme d'habitude, qui nous décrit les événements, plus des documents génois qui attestent de ce qu'il fait et de son rôle auprès des autorités génoises de l'époque. C'est probablement un notable rural. Alors, c'est pas un noble, on sait qu'il est issu d'un milieu donc, non aristocratique, mais c'est quelqu'un d'instruit, quelqu'un qui sait négocier, quelqu'un qui va à Gênes en ambassade. Donc c'est pas non plus, comme on a pu le dire à un moment donné dans l'historiographie corse, un paysan issu de rien et d'un coup qui aurait mené la révolte populaire. Comment ça se fait finalement que sa figure est restée finalement dans la mémoire collective, en tout cas comme l'incarnation du premier révolutionnaire corse notable? Alors c'est une histoire intéressante parce que il est resté connu, mais il est redécouvert du temps des révolutions de Corse, donc au XVIIIe siècle. Et là, on va inverser le personnage, c'est-à-dire que les révolutionnaires corses, les paolistes, mais même ceux d'avant, se cherchent des justifications pour justifier leur révolte contre Gênes, et ils vont utiliser ce personnage de Sambucu, mais en le retournant, puisque Sambucu à l'origine est celui qui permet à la Corse de devenir génoise. Mais eux, ils vont en faire une espèce de héros d'un chef populaire révolutionnaire qui met à bas l'ancien système et qui construit une espèce le prémisse, si vous voulez, de ce que va être la Corse en révolution du XVIIIe siècle. Donc en le retournant, il intègre un peu le panthéon insulaire, et puis ensuite il va être reconnu, il est repris dans les histoires du XIXe siècle, et puis il y a le fameux portrait de Novellini, qui est fait à la fin du XIXe, qui était fait pour être accroché dans les écoles ou dans les lieux publics, pour présenter ce qu'on appelait à l'époque les gloires régionales des petites patries, qui devaient se réunir dans la grande patrie française. Et donc à partir de là, il a été plus connu, c'est devenu une figure. On a associé à ce bonhomme cette espèce de tête un peu prophétique, là, avec sa longue barbe, sa barrette à mige. Enfin, c'est une espèce de mélange entre Charlemagne et les révolutionnaires du XVIIIe. On est face à une construction historique, oui. Donc avec une image, on peut dire une image d'Épinal. C'est ça. Ce personnage est resté dans la mémoire collective. Finalement, quel a été après le travail de redécouverte qu'il a fallu faire de ce personnage, si on a voulu sortir de cette mémoire collective? Oui, il y a eu un important travail de redécouverte. Déjà, il a fallu le replacer dans le temps parce que les historiens du XIXe siècle l'avaient placé très tôt plutôt, au XIe siècle, en dissociant en fait les deux révoltes, alors que c'est une révolte du XIVe siècle. Et là, on a pu reconstituer effectivement son rôle très important dans la révolte du XIVe siècle, puisqu'il fait partie en fait de ces notables ruraux qui mènent la révolte contre les seigneurs corses, puisque en 1357-58, c'est une année très très importante dans l'histoire de la Corse, puisque c'est le moment où les Corses se révoltent contre leurs seigneurs, et ayant chassé le système seigneurial, ils mettent en place un système populaire, c'est-à-dire à l'époque de notables, riches bien sûr, c'est pas une démocratie, mais n'étant pas liés à la noblesse, et pour protéger ce nouveau système qu'ils sont en train de mettre en place, ils réclament l'aide de Gênes, de la commune de Gênes, qui elle à l'époque est aussi sous gouvernement populaire, c'est-à-dire que les gens qui sont au pouvoir à Gênes ne sont pas des nobles, mais des grands bourgeois, enfin des personnes importantes. Et comme il y a conjonction idéologique, on dira, entre les révoltés corses et les révoltés de Gênes, Gênes aide les Corses à réussir leur révolte contre les seigneurs, et les Corses font dédition, c'est-à-dire se donnent librement à la commune de Gênes, qui devient un peu protectrice de cette nouvelle Corse communale. D'où le nom que l'on va donner ensuite au nord de la Corse de Terra del Comune, qui n'est pas, comme on a pu le dire, une espèce de démocratie médiévale, mais qui signifie en fait la Terra del Comune di Genova, c'est-à-dire la partie de la Corse qui est directement administrée par un gouverneur génois et par Gênes, par opposition à la terre des seigneurs, le sud,
dans lequel les seigneurs vont réussir à reconstituer leur seigneurie. Le contexte de l'époque, quelles sont les prémices de ces révoltes? Et ça va pas très fort, on va dire, en ce milieu de XIVe siècle, ça va pas très fort dans l'ensemble de l'Occident. Il y a, en France, par exemple, c'est la guerre de Cent Ans. Il y a la guerre, dans un contexte plus méditerranéen, il y a la guerre entre Gênes et l'Aragon, donc dans lequel la Corse et la Sardaigne sont directement impliquées. En Italie, il y a aussi des révoltes, et en général, ce sont des révoltes contre ce qu'on appelle le malgoverno, c'est-à-dire le mauvais gouvernement. Les Corses, comme beaucoup d'autres en fait à l'époque, considèrent que les seigneurs ne remplissent pas leur rôle, puisque les seigneurs sont censés protéger, rendre la justice et protéger les populations de façon équitable, et ils considèrent que là, ils ne le font plus. Et donc la contestation monte, et vous avez ces élites rurales, puisqu'en Corse, il n'y a pas de ville, on l'avait dit, qui se révoltent contre leurs seigneurs et qui mettent en place un nouvel ordre, qui malheureusement va être confisqué ensuite. Ça ne va pas durer très longtemps, mais en tout cas, c'est cette volonté. C'est un contexte très troublé, il ne faut pas oublier que c'est aussi le contexte dans lequel se développent les Giovanali. Donc il y a aussi une crise religieuse, des gens qui se cherchent des nouvelles valeurs, une nouvelle société. Merci beaucoup Philippe Colombani, on se retrouve demain en votre compagnie. On va continuer à parler un petit peu aussi de Sambucuccio encore demain. Merci, au revoir. Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostrale pour cette deuxième émission de la semaine en compagnie de Philippe Colombani. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes historien spécialiste du Moyen-Âge, on a parlé un petit peu hier du contexte dans lequel finalement est survenue l'arrivée de cette figure de Sambucuccio d'Al. On va parler finalement après de son évolution, de sa fin aussi, de ce que l'on sait en tout cas, de ce que l'histoire a laissé de ce personnage. Alors, donc, nous avions dit hier que Sambucuccio fait partie des chefs qui dirigent la révolte antiseigneuriale qui a lieu en Corse en 1357 et qui traverse toute l'île, puisque la chronique nous dit précisément que tous les seigneurs sont chassés, les châteaux sont détruits à l'exception de quelques-uns. Et ces révolutionnaires corses qui chassent les seigneurs obtiennent l'aide de la commune de Gênes, qui les soutient financièrement, militairement. Et en échange, ces populaires de Corse, donc se donnent à Gênes par une dédition à la commune de Gênes, d'où la distinction dont nous avions parlé sur les deux Corses. À partir de là, en fait, ça ne se règle pas aussi facilement, puisque les seigneurs vont chercher à reconstituer leur pouvoir, puisqu'ils ne se sont pas laissés priver de leur seigneurie aussi facilement, et on entre dans une période très troublée sur toute la fin du XIVe siècle, d'où émerge la dissociation dont nous avions parlé, c'est-à-dire au nord une terre contrôlée par la commune de Gênes qui est Terra del Comune, et au sud une terre contrôlée par les seigneurs qui est Terra dei Signori. Et les noms sont restés. Sambucuccio, on le voit apparaître à ce moment-là, il agit, manifestement il combat contre les seigneurs, il essaye de constituer un parti dit parti populaire, il est aidé par d'autres personnes comme lui, son double, pas son second, mais qui l'accompagne, c'est Franceschino de Visa, qui est un autre populaire, De Visa, qui n'est pas Evisa de Corse du Sud. On avait cru à un moment donné qu'il y en avait un au nord et un au sud, mais en fait, Evisa, c'est un petit hameau qui est dans la région cortonaise aussi. Ce personnage, finalement, est-ce qu'il va avoir une aura de chef, ou est-ce que finalement son rôle est plutôt grandi un petit peu par l'historiographie ? On va dire que c'est l'historiographie qui a fait un peu le travail, parce que lui, on ne sait pas grand-chose de lui. Donc c'est plutôt la chronique de Giovanni della Grosse et surtout ensuite les chroniques de Filippini qui vont un peu... alors, est-ce qu'il a disposé de renseignements supplémentaires ou est-ce qu'il a brodé sur le personnage? On n'en sait pas grand-chose. On perd la trace de Sambucuccio dans les années 1370, donc on le découvre dans les années 1357, on le perd dans les années 1370. Donc c'est vraiment une espèce de coup de projecteur sur ce personnage, et on ne sait pas trop ce qu'il devient. Il y a un autre Sambucuccio qui existe au XVe siècle, plus tard, qui est probablement son descendant, qui est son descendant d'ailleurs, mais c'est un personnage différent. Donc c'est vraiment une espèce d'apparition très rapide dans l'histoire de la Corse, mais qui a eu une belle fortune historiographique. Quelle évolution justement durant ces quelques années entre 57 justement et 70 le personnage garde une place politique importante, majeure dans ces années, où finalement cette apparition brève et se fait uniquement au moment des révoltes? On va dire plutôt qu'on ne sait pas trop quelle place il occupe, parce que quand il apparaît souvent associé à des ambassades de plusieurs personnes. Donc le conseil des Corses auprès du doge de Gênes, ou des représentants du Parti populaire corse à Gênes ou agissant en Corse. Donc il est un peu connu par défaut. Il est connu parce que son nom est resté, sa figure a été utilisée par l'historiographie, et les autres on les a perdus. Et puis aussi il a survécu. Franceschino de Visa lui est assassiné par Arrigo della Rocca, alors qu'il essayait justement de développer le système communal au sud. Et donc lui est resté un peu chef par défaut.
De cette scission, finalement, cette scission va être majeure, en tout cas pour l'histoire de la Corse. C'est peut-être pour ça aussi que cette figure est restée finalement autant dans la mémoire collective. C'est possible, oui. Et puis ensuite, on a tissé par-dessus toute une espèce de légende sur cette Corse communale qu'on a un peu mythifiée comme une sorte de démocratie primitive, ce qu'elle n'était pas. Et ce qu'elle est restée d'autant moins longtemps que très rapidement, le Parti populaire a été dépassé par des nouveaux chefs qu'on a appelés les caporali. Donc les caporali, comme le nom l'indique, étaient à la tête des révoltes. Et très vite, ils ont confisqué ces révoltes pour devenir une espèce de nouvelle aristocratie. Alors pas noble, mais se comportant en fait comme les nobles chinarkèses du Sud. Donc, mais par contre, Gênes, la chose la plus essentielle, c'est que Gênes s'implante en Corse, est légitime à gouverner la Corse, puisque ce sont les Corses eux-mêmes qui ont appelé Gênes pour contrôler, pour gouverner cette île. Et à partir de là, Gênes ne lâchera plus le morceau et va tenir la Corse et la contrôler finalement totalement. Un épisode aussi qui a fait l'objet finalement de nombreuses récupérations aussi politiques, que ce soit donc à l'époque de Paoli ou plus tard justement, il y a eu cette mythification autour justement de ces premières révolutions corses. Oui, c'est ça. Il a servi, Sambucuccio est devenu, on l'a dit hier, c'est un peu le premier de nos grands révolutionnaires, des grandes figures, parce que c'est vrai que le Moyen-Âge est assez pauvre en grandes figures que l'on peut héroïser. Et lui, il était pas mal parce que c'est pas un seigneur, il a son côté populaire. Le travail qu'avaient fait les paolistes, ils l'ont inversé historiquement, mais ils l'ont gardé. Et ensuite, il est ressorti dans les mouvements nationalistes, ensuite dans le Reaquist, et il a été utilisé comme une espèce de symbole de la capacité de révolte des Corses contre l'oppression. Merci beaucoup Philippe Colombani. Merci. On se retrouve demain. On va parler d'un autre personnage, un personnage contemporain de Sambucuccio da Alandu. À demain, merci. À demain. Bonsoir, bienvenue dans Surya Nostra. Nous sommes mercredi, nous sommes sur Alta Frequenza, toujours en compagnie de Philippe Colombani. Bonsoir. Bonsoir. Alors je le rappelle, vous êtes historien spécialiste du Moyen-Âge et nous continuons évidemment à parler de ces personnages qui ont fait le Moyen-Âge, notamment ce soir Arrigo della Rocca. Eh bien, Arrigo della Rocca, le seigneur Arrigo della Rocca, est un contemporain de Sambucuccio da Alandu, dont nous avons parlé hier. Et lui, autant Sambucuccio incarnait la Corse populaire qui a permis que la Corse devienne génoise, autant Arrigo, lui, va incarner la Corse seigneuriale qui va essayer de reconstituer le pouvoir des seigneurs avec l'aide des Aragonais, du roi d'Aragon qui revendique la Corse. Donc Arrigo, il est issu d'une des principales familles seigneuriales de Corse, les Della Rocca, et il arrive au mauvais moment, on va dire, puisque il avait été envoyé à Gênes par son père comme otage, dans des histoires compliquées entre son père et Gênes. Et quand il arrive, il rentre en Corse pour rentrer dans sa seigneurie, juste avant la révolte de 1357. Donc il est chassé de sa seigneurie par la révolte, il s'enfuit, et il s'enfuit en Sardaigne. Alors, pourquoi en Sardaigne? Parce que la Sardaigne, à l'époque, est sous le contrôle du roi d'Aragon, et le roi d'Aragon est plutôt favorable aux seigneurs corses. Et donc il va, dans la première partie de sa vie, enfin dans cette partie-là de sa vie, plutôt servir comme soldat, puisque c'est un noble, il sait se battre, et il démontre des qualités militaires manifestement appréciées, à la fois comme soldat sur terre et comme soldat sur mer. C'est un corsaire, c'est un très bon marin. Voilà, oui. Ouais. Et il se fait remarquer par le roi d'Aragon. Le roi d'Aragon remarque ce jeune seigneur corse ambitieux qui a tout perdu par la révolte, et il va l'utiliser pour revendiquer la Corse, puisque le roi d'Aragon est roi de Corse en titre, puisque le pape a concédé la Corse et la Sardaigne au roi d'Aragon. Le pape a unifié la Corse et la Sardaigne en un seul royaume, et il l'a donné en fief au roi d'Aragon longtemps avant, en 1297. Et le roi d'Aragon du moment, lui, veut faire la conquête de ces deux îles. Alors il a la Sardaigne, il aimerait bien avoir la Corse. Et comme il n'a pas trop le temps de s'en occuper, pour faire simple, il va utiliser ce personnage et ce seigneur qui va l'aider à conquérir la Corse. Mais quelle légitimité justement a ce personnage finalement face aux autres seigneurs corses? Il n'y en a pas beaucoup au départ, c'est pour ça que dans alors là aussi on en revient encore à la chronique de Giovanni Della Grossa, qui aime bien ce genre de... Giovanni Della Grossa aime bien ce genre de récit du bonhomme qui a été sorti, qui est rabaissé, qui a tout perdu, et qui petit à petit, par son courage, par sa vertu, par sa force militaire, sa force d'âme, va reconstituer ce qui lui revient, et va reconstituer sa seigneurie. Et c'est ce qui arrive à Arrigo della Rocca. Alors c'est peut-être pas aussi linéaire que le décrit Giovanni Della Grossa, mais le seigneur Arrigo, aidé par le roi d'Aragon, bon c'est quand même un Della Rocca à la base, donc il a une légitimité parce qu'il est très prestigieux, va revenir dans la Corse qui entre-temps est redevenue est communale,
et il va grignoter petit à petit la Corse communale, reconstituer une seigneurie, et surtout il va innover en se faisant acclamer comte de Corse dans les années 1375-76. Et là, donc on est acclamé comte de Corse, hein, c'est un rite particulier. Et à partir de là, il va reconquérir l'ensemble de la Corse petit à petit, grignoter la Corse communale et passer dans le delà des monts et parvenir à mettre sérieusement en difficulté l'ordre génois qui, lui, est dans la terre del Comune. Quels vont être ses principaux soutiens? Alors, son principal soutien hors de Corse, c'est le roi d'Aragon, qui lui donne des titres, puisqu'il est nommé lieutenant du roi d'Aragon, qui le fournit en hommes, qui le fournit en argent, pas mal. Il a beaucoup de subventions, on dirait maintenant, enfin d'aide, on va dire. Et surtout, il a un bateau à sa disposition, il a une galère. Donc une galère de guerre, c'est un gros bâtiment, hein, c'est 200 hommes à peu près, en comptant les rameurs qui sont opérationnels. Et donc ça lui donne cette capacité. Ensuite, petit à petit, il va construire sa propre légitimité en Corse, puisqu'il va totalement réorganiser la carte des seigneuries dans le sud de l'île. Donc il va placer sous son autorité les autres familles chinarchesi. Et puis il va obtenir par la force la soumission des familles des caporaux, c'est-à-dire de l'autre côté, dans le deçà des monts, qui vont se soumettre, mais qui vont se soumettre à une autorité militaire, enfin, qui vont se soumettre par la force imposée d'Arrigo della Rocca. Est-ce qu'on peut dire que finalement, c'est un petit peu lui qui fait la pluie et le beau temps politiquement en Corse à cette époque, qu'il a réussi finalement à tenir la Corse sous son hégémonie? Alors, c'est le premier à réussir à se faire acclamer comte de Corse et à être seigneur, ou du moins officiellement, enfin, de toute la Corse. Alors c'est très variable et c'est très instable, très fragile comme situation, mais lui au moins il y arrive, et au plus haut de sa puissance, c'est-à-dire on va dire dans les années 1380 à peu près, il contrôle effectivement, il a sous son autorité toute la Corse, il nomme ce qu'on appelle des vicaires, c'est-à-dire des représentants de son pouvoir dans les différents châteaux ou dans les lieux importants de l'île, et il s'est même fait un blason spécifique, dans lequel il représente les armes du roi d'Aragon pour symboliser que non seulement il est comte de Corse et seigneur de la Rocque, mais il est aussi lieutenant pour le compte du roi d'Aragon. Quelle est finalement la différence qui existe entre lui et Giudice de Chinarque, qui lui aussi a eu finalement un petit peu ce destin? Bonne question. Giudice, c'est son modèle, c'est son ancêtre déjà, hein. Il descend directement de Giudice, puisque ce sont tous les deux des Della Rocca. Et il veut manifestement reconstituer ce que Giudice avait réussi à faire au XIIIe siècle. Lui, il y arrive d'autant mieux à la fin du XIVe siècle. Qu'il a cet appui extérieur en fait. Exactement. Si on se souvient, quand on avait parlé de Giudice, on avait dit que Giudice déjà avait joué l'appui, alors d'abord de Gênes, ensuite de Pise, ce qui n'y avait pas très bien réussi. Et Arrigo della Rocca, lui, va être plus régulier que son ancêtre, et il va tenir uniquement pour l'Aragon. C'est-à-dire que lui, c'est un fidèle absolu de la couronne aragonaise. C'est pour ça qu'il est récompensé, qu'on lui donne de l'argent, des hommes, et ainsi de suite, et des titres. Et parce que lui, il a compris qu'il vaut mieux pas trahir le grand royaume qui vous soutient, que c'est mieux d'être très fidèle, et à partir de là on a des aides régulières, ce qu'il réussit très bien. Merci beaucoup, on va parler justement demain de la chute de Arrigo della Rocca demain. Merci, au revoir. À demain. Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostral pour cette avant-dernière émission de la semaine en compagnie de Philippe Colombani. Bonsoir. Bonsoir. Je le rappelle, vous êtes historien spécialiste du Moyen-Âge et on parle aujourd'hui de la fin de Arrigo della Rocca. Il faut bien arriver aussi. Et le malheureux. Que va-t-il advenir? Alors le comte Arrigo qu'on avait présenté hier, il aime beaucoup ce titre de comte Arrigo parce qu'il est comte de Corse et il aime bien qu'on l'appelle comme ça, il signe comme ça. Et en fait, il n'a pas de chance, le comte Arrigo, parce qu'il va tomber malade, il va mourir de maladie. Giovanni della Grossa nous le décrit. En fait, Arrigo della Rocca meurt en 1401. Et il est en train de préparer une énième expédition contre les Génois qui, entre-temps, ont réussi à reconquérir le nord de la Corse. Et lui, il rassemble ses troupes à Palmento, c'est-à-dire du côté des Chicasuare, là, actuellement. Et il tombe malade. Et Giovanni dit qu'il tombe malade parce que l'année 1400 était l'année du jubilé. Beaucoup de pèlerins étaient allés à Rome, beaucoup de pèlerins corses étaient allés à Rome, et ils avaient ramené ce qu'on appelait à l'époque des pestes, c'est-à-dire des maladies contagieuses. Et manifestement, le malheureux a attrapé la maladie, et il tombe malade pendant qu'il prépare l'expédition. Et il meurt à Frasso, c'est-à-dire dans le sud, au sud d'Ajaccio, au-dessus de Porticcio. Et il est ensuite enterré dans la chapelle qui est en dessous du château de la Rocca, en face d'Olmeto. Qui sont ses successeurs? En tout cas, comment va se passer finalement comment va se gérer l'héritage de ce personnage? Alors c'est toujours compliqué à la mort d'un grand homme, surtout en Corse, de trouver le successeur. Donc quand Arrigo della Rocca est mort, il y a une espèce de dispersion. Il a bien un fils, Francesco della Rocca,
qui est un fils illégitime. Et Francesco, lui, se voyant en difficulté, va abandonner la fidélité absolue à l'Aragon de son père et va rallier les Génois. Alors ce qui lui vaut évidemment tous les honneurs de Gênes, qui le nomme vicaire de la commune de Gênes en Corse, enfin, qui le comble d'honneurs. Les autres seigneurs corses ne savent plus trop quoi faire de tout ça. Et finalement, c'est le neveu d'Arrigo della Rocca, qui est Vincente d'Istria, donc qui est issu d'un autre lignage insulaire, qui va reprendre cette idée qu'il faut jouer l'Aragon. Donc, alors que Francesco della Rocca a choisi Gênes, que les autres seigneurs hésitent un peu, choisissent l'Aragon, enfin restent un peu dans l'expectative, Vincente d'Istria, qui est manifestement à l'époque un jeune seigneur, rejoint la Sardaigne, comme l'avait fait Arrigo quelques années auparavant, se met au service du roi d'Aragon et fait un peu le même parcours. C'est-à-dire qu'au début, il se fait connaître par sa valeur militaire, et il va récupérer les titres et les aides du roi d'Aragon qu'avait eu son oncle. Lui aussi, il va avoir se dessiner justement de corsaires, etc., de soldats pour l'Aragon aussi au départ. C'est ça. Alors lui, sa caractéristique en plus, c'est que, après on dira que les Corses n'ont pas le pied marin, mais lui c'est un corsaire redoutable, il est redouté dans toute la Méditerranée parce qu'en plus il agit à l'échelle méditerranéenne, c'est-à-dire qu'on le voit en Sicile, on le voit en Sardaigne, on le voit, alors ses proies préférés, c'est les Bonifaciens, qui sont le principal soutien des Génois dans le sud de la Corse. Et donc c'est quelqu'un qui devient de plus en plus connu, qui est considéré comme extrêmement dangereux par la commune de Gênes, qui fait tout pour le liquider. Mais comme c'est un guerrier très valeureux, il se défend et progressivement, il va lui aussi aller à Barcelone, recevoir du roi d'Aragon des titres, des aides, rentrer en Corse et progressivement reconstituer et essayer de constituer plutôt une seigneurie unique de Corse. Alors, on va rappeler un petit peu ce que c'est qu'un corsaire aussi, parce que c'est vrai que peut-être tous les auditeurs ne savent pas évidemment en quoi cela consiste. Alors, officiellement, un corsaire, c'est un capitaine de navire privé qui se met au service d'un État, ici mettons l'Aragon, qui obtient du roi une lettre, un document officiel disant qu'il fait la guerre pour le compte du roi. Comme les corsaires, comme dans Pirates des Caraïbes, si vous voulez. Ou Surcouf, après. Ou Surcouf, allez. L'ennui, c'est que... Enfin, l'ennui, c'est une arme à double tranchant, le corsaire. Parce que donc, le corsaire a le droit d'attaquer les bateaux, uniquement les bateaux ennemis de son roi. C'est-à-dire que, par exemple, Vincentello, il ne doit attaquer que les bateaux de génois ou bonifaciens, ou de ce qu'on appelle à l'époque les Corses rebelles, c'est-à-dire les Corses fidèles à Gênes. L'ennui, c'est que quand vous êtes sur l'eau avec votre galère, vous faites un peu ce que vous voulez. Et Vincente d'Istria, comme les autres seigneurs corses, d'ailleurs, comme les Della Rocca, comme des Lita, là aussi, qui sont des seigneurs corsaires, ils attaquent un peu tout ce qui passe, au grand désespoir des Génois, bien sûr, mais aussi des Aragonais, parce qu'il y a, dès l'époque, il y a un droit de la mer qui fait que quand vous êtes attaqué par les corsaires, qui sont en théorie de l'Aragon, vous pouvez demander remboursement. Vous pouvez demander des indemnisations pour votre bateau qui a été attaqué. Et donc ça pose pas mal de soucis diplomatiques entre Gênes et l'Aragon, qui officiellement sont en paix, mais en fait en état de guerre larvée. Et donc eux, ce sont des trublions, enfin ce sont des prédateurs en fait. La présence de corsaires et de pirates dans les eaux de Sardaigne et de Corse révèle que c'est un endroit, enfin toute proportion gardée, c'est un peu comme la Somalie maintenant, quoi. C'est-à-dire que c'est un endroit qui est totalement désorganisé par un conflit. Et donc les gens cherchent des moyens de subsister, et la prédation, c'est un très bon moyen d'avoir de l'argent très vite. Philippe Colombani, on se retrouve demain. Justement, demain, on va parler de Vincente d'Istria. On rappelle évidemment que l'ensemble des émissions est disponible sur le www.alta-frequenza.corsica. À demain. Au revoir. À demain. Bonsoir, bienvenue pour notre dernière émission de la semaine sur Alta Frequenza dans Storia Nostra, et je suis toujours en compagnie de Philippe Colombani. Bonsoir. Bonsoir. Je le rappelle, vous êtes spécialiste du Moyen-Âge, historien. On a parlé un petit peu hier de Vincente d'Istria, digne successeur d'Arrigo della Rocca. On va évidemment parler de ce personnage, ce corsaire également, à la solde du roi d'Aragon, qui lui aussi va tenter finalement de reproduire ce qu'a fait son oncle, donc Arrigo della Rocca. Exactement. Donc Vincente d'Istria, comme Arrigo della Rocca, va chercher, avec l'appui du roi d'Aragon, à constituer une seigneurie unique de Corse, un comté de Corse. Et il va y arriver, il est probablement celui qui y est le mieux arrivé, puisqu'il redébarque en Corse, aidé par les troupes aragonaises catalanes. Donc, en 1407, il fait un peu le même parcours, il est acclamé comte par ses partisans. Et alors on passe, il essaye de se maintenir, alors il devient comte, il domine toute la Corse, il en perd un bout, puis il est chassé, parce que d'après la chronique de Giovanni della Grossa, mais Giovanni della Grossa manifestement ne l'aime pas beaucoup, c'est un personnage assez sanguin, quoi. C'est pas un personnage très sympathique, Vincente d'Istria, c'est quelqu'un qui est assez, en tout cas la chronique nous le présente comme quelqu'un de violent, de partial, très bon guerrier, mais au début en tout cas peut-être politique un peu trop impulsif, quoi. Donc ça plaît pas.
Et donc il met un certain temps à reconstituer un véritable pouvoir au service du roi d'Aragon et le sien. Un pouvoir qui s'avère fragile, durable? Très fragile. C'est-à-dire la situation des seigneurs corses, c'est toujours très très fragile. On est toujours surpris de ces gens qui sont capables de d'un coup conquérir toute la Corse, enfin, c'est-à-dire obtenir du moins la soumission des autres seigneurs corses, et puis l'année d'après se retrouver assiégés dans un château quasiment réduit à rien, à quelques hommes, être obligés de s'enfuir, puis l'année d'après ils reviennent. C'est une vie politique très compliquée et très violente. Un personnage aussi qui est resté dans la mémoire collective. Pourquoi finalement est-il resté dans la mémoire collective comme un personnage du Moyen-Âge finalement, en tout cas une figure à part du Moyen-Âge? Alors il y a plusieurs raisons. D'abord parce que, on l'a déjà dit, c'est une des rares figures que la chronique a vraiment mis en avant, c'est-à-dire qu'a héroïsé. Ensuite, c'était quand même un personnage qui avait une importance à l'échelle de la Méditerranée, puisque Vincentello est connu bien au-delà des frontières de Corse, ce qui n'était pas forcément le cas par exemple de Giudice, encore que. Il est connu en Catalogne, il est connu en Sicile, il est connu en Sardaigne, il est connu à Gênes, on sait qu'il peut débarquer à Florence et y être reçu. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment une envergure importante, qui a des titres, il a été lieutenant, il est lieutenant pour le roi d'Aragon, il sera vice-roi du roi d'Aragon, ce qui est un titre très important dans les possessions aragonaises. Donc c'est vrai qu'il a une aura particulière. C'est aussi actuellement un des très rares personnages du Moyen-Âge corse, avec Sambucou, tu vas avoir une statue, puisqu'il a sa statue au rond-point de Bigoulia, et Sambucou, tu lui a la sienne à Alando. Qu'est-ce qu'il a laissé finalement à la Corse? Quel héritage il laisse? Alors, il a laissé quelques beaux moments de combat, puisque c'est à sa période, mais on en reparlera peut-être, qu'a lieu l'ultime et la grande tentative de conquête de la Corse par le roi d'Aragon avec le grand siège de Bonifacio en 1420. Il a surtout laissé cette idée, encore une fois, qu'on peut tenir la Corse, puisqu'il faut bien voir que Vincentello d'Istria a réussi à s'emparer de façon, on va dire, solide de la Corse en 1418, et il va la tenir jusqu'en 1434. Ce qui en fait un règne très long pour un seigneur corse. Il est resté au pouvoir plus longtemps que Pascal Paoli, si vous faites le compte. Donc c'est rarissime pour un chinarquès et pour un comte, et en cela, il a marqué les mémoires, et il est surtout entré pour la noblesse corse, quand bien même il aurait été un personnage violent et pas très recommandable à divers points de vue, il est entré dans la légende parce que ça a été un grand. Il restera fidèle justement au roi d'Aragon. Et oui, il va aussi rester fidèle au roi d'Aragon, et il va le payer très cher, puisque, alors lui, son roi, si vous voulez, d'Aragon, c'est Alphonse V. Alphonse V d'Aragon est le plus puissant monarque de Méditerranée au début du XVe siècle. Et c'est Alphonse V qui engage sérieusement la conquête de la Corse en 1418-1419, 1420 en fait pour lui, et qui fait le fameux siège de Bonifacio, dans lequel il va chercher sans succès à s'emparer de cette ville, mais ça il y aura une émission à consacrer. Mais ça on va en parler justement très prochainement. Et pourtant Vincentello va rester fidèle au roi jusqu'au bout, c'est ce qui va lui coûter sa tête, puisque sa fidélité fait qu'il est finalement fait prisonnier par les Génois, qui se dépêchent de le juger à la régulière quand même, comme il est, et de le décapiter au plus vite pour éviter qu'il nuise. Et ça a lieu en 1434. Il n'y a pas une trahison là aussi d'un de ses proches justement dans sa capture des Génois, ou est-ce que ça fait partie de la légende? On aime bien ça. C'est vrai que la mort des grands hommes, c'est jamais évident. On avait dit par exemple qu'Arrigo de la Rocca, il n'a pas pu mourir de maladie, donc on avait raconté qu'il était mort empoisonné, mais on n'a pas d'informations. Difficile à savoir. C'est pas très net en fait sur Vincentello d'Istria. On a dit qu'il s'était disputé puis rabiboché avec son frère Giovanni d'Istria, qui est aussi un grand capitaine de galère au service du roi d'Aragon. Les textes et les lettres, parce que là on commence à avoir pas mal de documents, disent que c'est la faute de Simone d'Amare. Alors Simone d'Amare, c'est le grand seigneur qui contrôle le Cap Corse, oui. Qui lui est plutôt pro-génois. Et il revient souvent dans les documents d'époque que si Vincentello est mort, c'est la faute des Damare. Et s'il a été fait prisonnier. Mais c'est pas très clair, quoi. On va dire qu'il n'a pas eu de chance et qu'il est tombé sur la mauvaise galère au mauvais moment. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement. Votre compagnie, Philippe Colombagne. Merci. Au revoir. Au revoir.